Bonjour Julie et bonjour à Bonjour, tous. bonjour Fabrice. Bienvenue à ce webinaire. On va pouvoir commencer. On va passer, on va essayer de faire ça en 1 heure aujourd'hui, Julie. Ok, Euh, on va vous présenter la réforme 2024-2026 sur les changements de mode de facturation. Euh, Vous voyez sur sur la diapositive de présentation, hein, on a mis le B2B, on verra au fil des questions que la réforme est un peu plus large que le B2B. Et puis, c'est vrai, comme le disait Julie, vous êtes beaucoup, donc l'interaction se fera via les questions. J'espère que vous nous entendez bien. Et puis, on fera, je pense, même une pause à un moment donné qu'on a l'habitude de le faire, Julie. ok. Est-ce que tu veux nous parler un peu d'IVLM, Julie, hein, avant, qui est très présent sur Oui, cette partie-là via EDDoc? tout à fait. Donc déjà, je vais me présenter. Enchantée, Julie Lebar, responsable d'affaires chez Ivelem. Donc, Ivelem est spécialisé dans l'intégration en logiciel de gestion et notamment sur la partie dématérialisation et archivage de documents via notre solution EDDoc. Aujourd'hui, on est une cinquantaine de collaborateurs et on réalise 6 millions de chiffres d'affaires et on est répartis sur 5 implantations dont les principales sont à Angoulême et Bordeaux. Voilà, donc je suis accompagnée de Fabrice Vergerot qui est lui spécialiste sur la solution EDDoc et qui va donc nous présenter cette réforme pour vous donner toutes les armes et anticiper évidemment ce passage à la facture électronique. Comme je vous le disais, il y a un chat qui est mis à disposition. N'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra évidemment au fur et à mesure. Et on mettra, bien entendu, le support de présentation à votre disposition également. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, Fabrice. Non, puisque je n'ai pas l'onglet, mais je suis D'accord. sûr que Stéphanie va nous rajouter l'onglet. Voilà. Eh bien, on y va pour ce petit moment. Alors, globalement, ce qu'on va essayer de traiter ce matin, c'est un peu le contexte légal qui est très prégnant sur cette partie-là, les différents acteurs, parce que si vous en avez déjà entendu parler, j'allais dire, il y a quand même un certain nombre d'acteurs quand je dis d'acteurs, de gens qui vont participer à ce grand bouleversement. On va parler un peu des schémas d'échange qui sont je pense que c'est ce qu'il faut bien comprendre pour pouvoir se positionner. Les formats, on verra un enjeu primordial. On essaiera de vous donner un peu d'indications dessus. Alors, Odedoc, on fait de la facture électronique depuis 2013 au sens fiscal de la facture électronique, c'est-à-dire on met à disposition, nos clients mettent à disposition de leurs destinataires des factures en PDF signées. Et donc cette réforme nous impacte beaucoup puisqu'il y a tout un changement dans le mode de distribution. On est adhérent du Forum national de la facture électronique depuis plus de 2 ans, puisque dès le début de la réforme, on s'est positionné sur cette réforme-là. J'ajoute que les informations sont du 7 octobre 2022, le 7 octobre étant une date un petit peu particulière puisque des décrets d'application ont été publiés et on a tenu compte de ces décrets d'application. Donc il y a encore quelques points qui ne sont pas définis, hein, notamment sur des cas d'usage spécifiques. Ces cas d'usage, il en reste une quarantaine. Ils feront l'objet de webinaires, j'allais dire, au fil de l'eau dans les semaines et mois à venir, dès qu'ils seront fixés. Ce que je vous disais, hein, c'est quoi une facture électronique aujourd'hui? C'est pas un PDF dans un mail. C'est bon, déjà un PDF avec des données structurées ou non qui peuvent être associées, mais surtout c'est un PDF qui est signé électroniquement de façon à garantir son origine et son intégrité. Ça, c'était dans la loi d'avril 2013 qui a été, j'ai reprécisé en septembre 2021, notamment au niveau de la catégorie de signature puisqu'on était resté sur un référentiel RGS, on est passé sur le référentiel IDAS. Et puis, pour ceux qui la reçoivent, la facture, hein, elle doit être archivée.
compris d'ailleurs pour ceux qui les mettent, dans le format d'origine, bien entendu, puisque la signature électronique ne se voit pas sur du papier. Alors, aujourd'hui, ce qu'on parle, c'est l'article 153 de la loi de finances 2020. C'est déjà loin, la loi de finances 2020. Hein, je crois qu'on discute de la 2023. L'objectif, c'était de déployer en France une directive européenne avec un premier. Cette directive européenne s'attache à lutter contre la fraude à la TVA, qui est estimée à 12 milliards. Alors, vous allez voir des chiffres à 10, d'autres à 30. Hein. C'est un peu comme les manifestants. Alors, j'ai pris une source du ministère des Finances. Alors, comme toute fraude, on la voit moins, donc c'est une estimation. Cette directive européenne, c'est lutter contre la fraude à la TVA notamment. Alors, on y a rajouté comme objectif de baisser les coûts de gestion et de déclaration, en ce sens qu'in fine, à la fin de la réforme, une bonne partie de vos déclarations de TVA vont se remplir automatiquement au fil de l'eau. Le troisième point, et c'est non des moindres, et je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de PME qui sont présentes, c'est harmoniser, faciliter les échanges interentreprises. Il y a environ 2 milliards de factures, et vous avez tous eu cette problématique en diffusion de factures. Il y en a qui l'avaient en mail, d'autres en téléchargement, d'autres en papier, d'autres en EDI. Vous devez me la déposer sur une plateforme. Le premier étant l'État qui vous a demandé il y a quelques temps de le déposer sur sa plateforme de façon à rendre la sphère publique plus efficiente. Donc c'est un peu complexe. Il y en a qui la veulent en 2 exemplaires, il y en a qui la veulent sur du papier rose. Enfin bon, là, le but, ça a été de dire il y a une règle commune pour tout le monde, il y a des formats et il y a un cadre légal et tout le monde devra s'y tenir. Et puis bon, les États souhaitent disposer d'informations macroéconomiques en temps réel, notamment l'INSEE à des fins statistiques et les gouvernements à des fins de pilotage. Quand on a dit ça, et notamment quand on vous dit, in fine, votre déclaration de TVA va se remplir automatiquement, en général, il y a des évanouissements. Comment ça va jamais marcher, tout ça? Il y a quelques précédents réussis. Alors pour les plus anciens d'entre nous, vous avez connu l'alias en EDI. C'était la première démat réelle imposée. Ça fait déjà bientôt 10 ans. Mais je m'appuie plus sur la déclaration sociale nominative, cette fameuse DSN, qui une fois maintenant qu'elle est mise en place, les plus jeunes d'entre vous ont oublié ou n'ont pas connu toutes les déclarations de fin d'année, toutes les caisses où il fallait déclarer. Ça a nettement simplifié et le déclaratif et le suivi. Le but étant là, plutôt la lutte contre la fraude sociale, on va dire. Ça finit par le prélèvement à la source. Alors, Julie, je pense que si tu n'as pas la question, tu vas l'avoir dans 2 minutes. Est-ce que la TVA sera prélevée à la source? Je ne sais pas. Voilà. Mais c'est vraiment une question qu'on nous pose régulièrement. Et puis, pour vous rassurer aussi, ça n'est en quelque sorte qu'une extension du portail Chorus Pro. En clair, quand vous facturez à la sphère publique aujourd'hui, vous êtes obligé de passer par le Chorus Pro, dites-vous que ce sera pour toutes vos factures qu'il faudra au bout du bout passer par le portail. On verra qu'il s'appellera pas Chorus Pro, mais ça ressemblera tout à fait à ça. Et pour des docs à travailler en direct pour se connecter à la plateforme Chorus Pro via API directement, aussi étonnamment, on retrouve les mêmes personnes avec qui on a travaillé il y a 5-6 ans, qui sont très intégrées dans ce projet. Donc ça, c'est pour nous rassurer tous. On va y arriver. On a déjà réussi, on va y arriver. Ah, ça, c'est ma devinette, Julie. Alors, elle marche mieux quand on est à distance, quand on est en présentiel. La question, c'est savoir qui a mis en place, je vous ai dit que c'est une directive européenne, mais il y a un mouvement mondial. Qui a déjà mis en place ou est en train de mettre en place le contrôle transactionnel continu. Envers, c'est ceux qui l'ont déjà fait. Alors, on remarquera qu'il y a l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Et puis, plus proche de nous, il y a la Grèce, l'Espagne, l'Italie. En clair, ça veut dire qu'on répond là particulièrement, ces pays-là répondent particulièrement à un objectif global de lutte contre la fraude. On dit par contre que les pays anglo-saxons sont plutôt se sentent pas concernés par le problème pour l'instant.
On peut considérer que la France est en cours. Le Portugal est passé en vert, je vous le dis, ces derniers mois. Alors, les points importants à retenir, vous allez voir, c'est quand même relativement simple finalement. Aujourd'hui, vous qui êtes tous présents, vraisemblablement, vous êtes dans une entreprise, vous êtes peut-être dans une association. En clair, j'ai mis toutes les entreprises, mais c'est plus large, tout assujetti à la TVA. Au 1er juillet 2024, devra se mettre en mesure d'accepter des factures électroniques. Ce sera obligatoire. En clair, vos fournisseurs pourront de facto vous envoyer des factures électroniques et vous serez obligé de les recevoir. Alors vous allez me dire, j'ai une boîte mail, je pourrais les recevoir. Vous allez voir que c'est un petit peu plus complexe parce que ce sera tout sauf en mail. Donc retenez cette date, vous êtes tous concernés, que vous soyez une PME, vous soyez une ETI, que vous soyez une toute petite entreprise, vous devrez être en capacité de recevoir. Alors pourquoi vous serez en obligation de recevoir? C'est que dès le 1er juillet, les grandes entreprises ont l'obligation d'émettre. Donc elles ont plus le droit de faire papier, plus le droit de faire de mail, et plus le droit de vous obliger à vous connecter à leur plateforme. Elles devront le déposer dans votre espace à vous. Donc c'est vous, entreprise, qui côté de la facture fournisseur, redevenez les maîtres du jeu. Vous dites, moi mes factures, je veux les recevoir sur telle plateforme. On viendra un peu plus tard sur les plateformes de façon à vous le détailler. Donc vous voyez bien que même si vous êtes une toute petite entreprise, vous êtes quelque part forcément client d'une grande entreprise qui peut être EDF, qui peut être un opérateur téléphonique. Donc, ce que vous aviez l'habitude de faire jusqu'à maintenant, qui in fine était contraignant parce que fallait que j'aille sur la plateforme d'EDF, sur la plateforme d'Orange, sur la plateforme d'Intel. C'est au 1er juillet, ce sera dans une plateforme unique qui sera la vôtre. Et puis ça va se dérouler un peu comme c'est passé Chorus. Les ETI passeront au 1er janvier, en obligation au 1er janvier 2025 et l'ensemble de la sphère économique aura l'obligation de tout le monde passer au 1er janvier 2026. C'est une obligation. Si vous êtes une PME et vous voulez passer au 1er juillet 2024, rien ne vous en empêche. Et j'allais dire, plus vous le ferez tôt, mieux ce sera. Et rien ne vous en empêche, ni la loi, ni techniquement, puisque tous vos clients, vous les retrouverez dans un annuaire. Donc, il faut bien comprendre, et c'est ce qui est important dans le fonctionnement de cette nouvelle réforme, c'est que vous allez, il va y avoir mis à la disposition des entreprises un annuaire global de toutes les entreprises et les entreprises auront noté dans cet annuaire sur quelle plateforme elles souhaitent recevoir leur facture fournisseur. Ça simplifie énormément les choses. Ça veut dire que j'ai plus besoin de connaître l'adresse mail, a priori pas l'adresse postale, il suffit, et c'est nécessaire et suffisant, on va dire indispensable, que vous ayez le SIREN de votre client, qui est une donnée obligatoire de la facture. J'ai le SIREN du destinataire, l'annuaire est interrogé, à partir de ce SIREN-là, je dépose sur sa plateforme. Je dépose quoi? Je dépose pas un PDF brut, je lui envoie pas un papier scanné, je lui envoie dans un des formats qu'on appelle du socle, le plus standard et le plus commun étant le FactureX, qui est un format hybride, un PDF pour l'humain et des données associées et structurées dans un fichier qui est intégré au PDF. Donc vous retenez, plus l'envoi par courrier, ni par courriel, ni par poste, ni dépôt sur une plateforme qui serait une plateforme non référencée dans l'annuaire. Et puis le dernier point, je ne sais pas si tu te souviens, Julie, quand on en parlait il y a quelques mois, on disait personne ne voulait trop en parler. Il y a quand même, in fine, toute une gestion de statut échangée entre le client, le fournisseur et l'État.
Fabrice, je me permets de poser une question et dans le cas où on n'a pas de sirène, donc les particuliers ou autres sociétés, peut-être à l'étranger ou ce genre de choses, comment est-ce que ça va se passer? Alors, je vous l'ai dit en introduction, on parle là essentiellement d'échanges B2B. Je vais mettre l'international un petit peu de côté là pour l'instant. Euh, donc, dans les échanges B2B, il y a forcément un sirène, donc ça règle le problème. Mais vous pouvez, alors certaines entreprises ont une clientèle uniquement de particuliers. Je vais donner un exemple, un restaurant, et d'autres des mix. Eh ben, pas de sirène. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'obligation de transmettre la facture, j'allais dire par une plateforme. Toutefois, et ça c'est très important, il faudra transmettre ce qu'on appelle un flux de reporting, qui est quelque part le flux qui sert à compléter votre facture TVA. Je vais donner un exemple. Le restaurant, bon, bien entendu, le restaurant va pas envoyer chacun des tickets sur la plateforme, mais à une périodicité, alors je m'excuse Julie, j'allais dire, je vais vérifier si c'est 5 ou 10 parce que maintenant c'est dans le décret. On envoie une concaténation de l'ensemble des opérations qui ont été faites, on les dépose, puisqu'à ce moment-là, le restaurant est collecteur TVA et annonce qu'il va reverser. Et comme en conséquence sur la facture, il aura reçu ses factures d'achat, quelque part, sa TVA sera en train de se remplir automatiquement. Donc, les Ok. conséquences des entreprises. Il y a d'autres questions, Julie, ou pas? Non, non, c'est bon. On est là. Merci. OK. Donc, les conséquences, c'est que les entreprises peuvent plus transmettre directement des factures. Elles doivent passer par des plateformes. Euh, on va revenir sur ces plateformes. Le sirène, comme je vous le disais, devient la clé du système d'échange. Donc, ce que vous devriez faire en sortant du webinaire, c'est commencer à regarder vos fiches clients et vous dire est-ce qu'en 2024, je serai en mesure d'envoyer automatiquement mes factures, mais pensez à enrichir vos bases, à les mettre à jour, à avoir des actions. Je pense qu'il y a un travail de fond à faire de ce côté-là. Toutes les données de TVA sont obligatoirement transmises. Et là, on parle de la première plateforme. Vous allez voir qu'on va parler de plusieurs plateformes, qui est le portail public de facturation, qui revient souvent sous l'acronyme de PPF. Ce portail public de facturation, c'est le gros chorus dont on parlait tout à l'heure. Une facture, d'une manière ou d'une autre, et transitera sur ce portail. Et ce portail, lui, s'occupera de se mettre en relation avec la DGFiP de façon à préparer la déclaration de TVA. Alors, juste, il y a une petite question auquel je vais répondre tout de suite avant d'aller dans le détail des plateformes. Nous travaillons avec des clients particuliers. Le reporting sera-t-il un autre moyen à compléter? Si oui, quel modèle? Si vous travaillez avec des clients particuliers, typiquement, c'est, on va dire, c'est sous une autre forme, et c'est votre X et votre Z de caisse qui serviront à faire le reporting. Et ce fichier-là, d'une manière ou d'une autre, il devra arriver sur le portail public de facturation. Donc, soit en manuel, comme on peut le faire sur Chorus Pro aujourd'hui, soit via des opérateurs de dématérialisation qui sont là pour simplifier cette gestion de flux ou des plateformes partenaires. Mais vraisemblablement pour des reportings clients particuliers, un B2C, ça fera plutôt appel à des opérateurs de dématérialisation. Comme convenu, eh ben on y va, Julie. Oui. Le schéma en Y, c'est celui qui a été choisi par la France. Alors, il faut savoir que l'Italie, lui, a pris un schéma assez, on va dire, simple et contraignant. C'est que vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de travailler. Il n'y a que le portail public. La France a fait un autre choix. Il a dit, ben,
on peut travailler autrement que par le portail public si tant est qu'on y passe à un moment donné. Donc là, on a pris le cas extrêmement simple. Vous êtes inscrit dans l'annuaire, vous savez, cet annuaire dont on parlait, qui permet de centraliser les adresses de distribution. Enfin, on m'a fait remarquer qu'il ne faudrait pas dire le mot adresse, on va dire votre plateforme excusez-moi, pas de distribution, hein, de réception. Vous êtes inscrit dedans et vous avez dit, moi, je veux recevoir toutes mes factures fournisseurs sur le portail public de facturation. Donc ça, c'est le client qui l'a décidé. Et vous, fournisseur, quand vous émettez la facture, vous pouvez aussi dire, j'utilise le portail public de facturation. Et lui, il va s'occuper de plusieurs choses. Vérifier que votre facture est conforme, c'est-à-dire qu'elle elle peut rentrer dans le système, globalement, que c'est à minimum une facture X. Hein. Je simplifie un peu parce qu'il y a quelques autres formats qu'on verra tout à l'heure. Et puis, il va, avec le numéro de sirène, trouver que votre client, il l'attend sur le portail, il va le déposer et j'allais dire tout va fonctionner. Donc là, le client a déclaré le portail public en réception, le fournisseur utilise le portail public en facturation, en émission. Ils peuvent passer par des opérateurs DMAT pour faire toutes les opérations de masse que déjà beaucoup de nos clients font avec le portail Chorus, c'est-à-dire plutôt que de passer facture par facture, on envoie des blocs et on simplifie les transferts et on fait gagner beaucoup de temps et on récupère un certain nombre d'informations. Ces informations, comme vous le voyez en haut, ce sont les statuts. Les statuts, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 4 statuts. Il y a un statut qui s'appelle déposer, un autre statut qui s'appelle rejeter, un troisième qui s'appelle encaisser et un quatrième que j'ai oublié mais qu'on va revoir tout à l'heure avec toutes mes excuses pour ça. Donc les opérateurs de dématérialisation vont être aussi là pour aider à ça. Donc comme vous le voyez en bas, plus de mails, plus d'échanges directs fournisseur-client, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec Julie. Donc ça, on est dans un cas, tout le monde a choisi la PPF pour travailler. Le deuxième cas, mon client, on va dire que c'est toujours le même, lui il attend toujours sur le portail, mais le fournisseur, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, EDF. Vous comprenez bien que EDF, il va pas déposer vos factures à l'unité, sinon il y aura plus, ça réglera le problème du chômage. Vu le temps qu'ils vont passer à saisir les factures, ils vont passer par ce qu'on appelle une plateforme de dématérialisation partenaire. J'imagine, hein, je vous dis ça. Maintenant, ils ont peut-être un plan d'emploi, mais les gros fournisseurs, vraisemblablement, vont passer par des plateformes qui vont faire des dépôts en masse, de façon à ce que chacun des clients puisse récupérer ses factures. Donc vous, la facture, on va dire de juin 2024, votre facture EDF, ou votre facture d'opérateur, ou votre facture d'un assureur, ou d'un fournisseur qui l'aurait choisi, vous l'aurez dans votre espace. Là, dans ce cas précis, elle sera dans le portail public de facturation. Vous pourrez soit les récupérer à l'unité, soit utiliser un opérateur de dématérialisation pour faire un certain nombre de traitements, et notamment des traitements peut-être de validation, tout ça, là, l'imagination est au pouvoir, de façon à vous simplifier la vie de ce côté-là. Et puis on a, alors, de façon par miroir, hein, le fournisseur, le client aurait pu avoir une PDP, le fournisseur passé, donc on est toujours dans du mix. Et puis là, vous avez le dernier cas, le fournisseur et le client ont choisi, alors le fournisseur en émission, le client en réception, des plateformes de dématérialisation, partenaires. La seule différence, in fine, qui est assez importante, c'est celle-là, vous voyez, le trait continu, c'est pour vous indiquer qu'on envoie des flux de factures, et là, on envoie qu'un flux de reporting. Donc, dans ce cas précis, l'État, aujourd'hui, dit, moi, il me suffit des données de reporting, donc qui vont servir à la TVA. Le reste, ça me préoccupe pas. Donc, la plateforme de dématérialisation émettrice a l'obligation d'envoyer ce flux de TVA. Voilà. C'est pour ça que probablement les très gros émetteurs vont passer par des plateformes, parce que vous imaginez le nombre de factures qui vont arriver sinon sur le portail public en PDF, voilà. Sans que c'est vraiment du sens. Alors, en quelques mots,
vous fournisseurs, on va dire vous émetteurs de factures, vous allez déposer. Alors, j'ai mis une facture X. Je vous ai dit, hein, c'est ce qu'on va retrouver de plus standard et par extension, on va dire dans la réforme, ça couvre un peu tous les formats. Il y a 4 formats comme on verra tout à l'heure. Mais la préconisation, notamment pour les PME, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'est de travailler vraisemblablement avec la facture X, puisqu'elle a cet aspect universel. En tant qu'émetteur, vous choisissez comment vous envoyez vos factures. Portail public de facturation, opérateur de démat, plateforme de dématérialisation. Ça, c'est un travail que vous allez faire probablement en amont en fonction de la façon dont vous voulez travailler. Mais vous n'avez en quelque sorte pas à vous préoccuper des attentes clients, puisque de son côté, le client lui fait son choix. Donc, la plateforme du fournisseur, on y revient toujours, interroge l'annuaire et là va connaître la distribution. Donc, si tant est que la facture soit au format attendu, tout se passe correctement. Fabrice, Oui. le format de la facture X va sortir des logiciels de gestion. Je sais pas, je te le dirai tout à l'heure, Julie. Ok. Oui, vraisemblablement, ce serait souhaitable. Voilà. Donc en quelques mots, on continue. Ça laisse quand même beaucoup de liberté finalement, puisque vous, fournisseur, si tant est que vous respectez le format, vous pouvez envoyer par le canal que vous souhaitez. Et le client est sûr de recevoir le bon format, et c'est lui qui choisit où il va recevoir ses factures. On l'a vu tout à l'heure dans le schéma, la plateforme du fournisseur, si c'est pas le portail public de facturation, elle a l'obligation de lui transmettre les données déclaratives au portail public. Et puis, il y a l'échange des statuts. Ces statuts, bon, j'en ai oublié un tout à l'heure, mais ça va me revenir. De toute manière, il y a un slide spécifique à ça. Il y a cet échange de statuts qui peut être un peu contraignant, qui seront échangés via les plateformes. Et toujours pareil, hein, soit directement, soit via des opérateurs de dématérialisation. Les voilà, les fameux formats, Julie. Alors, c'est un peu on va pas y rester trop longtemps, mais effectivement, si on travaille en facture X, qui est qui devrait permettre, comme on l'a mis, de traiter tous les cas d'usage, idéalement, c'est votre logiciel de facturation, c'est votre ERP, c'est qui, dans un monde idéal, doit fournir ce format-là comme il fournissait les formats papier. Parce que c'est beaucoup plus Fabrice, nous sommes coupés, je ne t'entends plus. Fabrice, nous ne t'entendons plus. fortement le format Fabrice, FX. Oui. excuse-moi de te couper, mais personnellement, j'ai une coupure. Donc, je ne sais Ah, pas si tout le monde est concerné. On t'a Si, oui, perdu. moi aussi. D'accord. À la On t'a dernière minute à peu perdu. près. Oui, à la dernière minute, ouais. alors, on avait commencé des formats de documents, c'est ça? Oui, Oui, tu tout avais à fait. commencé, Ah, on voilà. considère à peu Donc, je vais près 30 reprendre là. secondes. Voilà. Donc, ce que je vous disais, hein, c'est que votre éditeur, votre développement interne ou votre fournisseur de solutions de facturation, euh, dans un monde, j'allais dire parfait, vous fournira une facture X. Il y a plusieurs, selon le niveau de détail qu'on a, il y a plusieurs niveaux. Privilégier la norme N931 qui évolue encore, mais et qui devrait permettre, ce que je disais, de traiter tous les cas d'usage des données. On devrait pouvoir tout traiter avec cette norme-là. Il y a une norme au-dessus qui est de l'extended, mais celle-là nous semble un bon socle. Vous pouvez démarrer avec les basiques WL ou basiques, mais j'allais dire horizon 2026, comme on va le voir dans le slide suivant.
la norme 16931 semble indispensable. Donc ce sera un format hybride PDF. Alors j'ai mis PDF, c'est PDF pour être clair, puisque ça a été je veux dire, précisé le 7 octobre, avec un XML qui est un format de données. L'XML est structuré, ça veut dire que vous aurez tous au même endroit. Et on est donc sur un format universel. Oui, Julie, je t'entendais. Oui, ça a recoupé un petit peu, mais quelques secondes uniquement. Voilà, j'attendais pour voir, mais non, c'est bon. Ah, c'est embêtant. Je vais essayer de le. Voilà. Je sais pas d'où ça vient. Je vais poursuivre. Donc je vous l'ai mis, par souci de clarté, on n'a pas mis des formats plus riches sur cette partie-là. Mais vous allez voir que les 30 données obligatoires, globalement, on les connaît déjà un petit peu. C'est celles qui sont obligatoires. Le numéro unique d'identification, voilà, de l'assujetti. Il y a l'intracom, il y a le pays, il y a un certain nombre. On les a à peu près toutes normalement. Voilà. J'en ai quand même isolé quelques-unes. J'ai isolé. Il y a une chose qui paraît, j'allais dire, très, au départ, qui paraissait complexe, c'est finalement extrêmement simple. Il y aura plus de 2 factures en France qui auront le même numéro. Donc, il y a un numéro unique de facture. Ça veut dire que la société A et la société B ne pourront pas avoir un FA 1882. Ça a été à peu près résolu. Il y aura le numéro de régulière. Excusez-moi. Je vérifie ma connexion Internet. Je suis sûr. Elle est bonne. Bon. Il y a aussi le numéro de facture rectifié. Vous savez, c'est vous avez reçu la facture et bon sur le fond on est d'accord, mais sur la forme on demande des modifications. Donc ça pourrait être, ça a été pris en compte. Vous savez, c'est le coup de fil qu'on passe en recevant la facture en disant son fournisseur elle est bonne, mais il y a une date à rectifier, il y a un numéro de série, des choses comme ça. Plus on va dire plus souple, la catégorie de l'opération. La facture devra porter si c'est une livraison de biens, une prestation de service ou du mixte. Alors je dis plus souple parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de mettre. Ben vous l'avez bien compris, si on fait la TVA, au bout du compte, si on veut faire la TVA sur les encaissements, on a bien besoin de cette catégorie-là. Et puis, ben, pour répondre à une partie sur l'international, ben, tout ce qui est auto-liquidation, auto-facturation, enfin, surtout pour l'international, auto-liquidation. Et puis, on peut avoir des notions d'auto-facturation. Vous aurez la liste sur le, comme ça me permet de répondre dans le document qui est disponible en bas, que vous pouvez d'ores et déjà télécharger. Julie, est-ce qu'il y a des questions avant que nous ne poursuivions? Non, pas sur ce point-là, en tout cas. Alors, juste sur le point, soyez vigilants, enfin, vigilants, oui, je vous ai dit, il y a quand même pas mal d'acteurs, on va dire de choses, de gens qui vont intervenir dans le système. La partie format, en priorité, interroger l'éditeur ou le prestataire de service. C'est important, voilà, parce que ça simplifiera énormément le système. Et dernière chose, bon ça c'est, vous voyez qu'en bas j'ai ici la cible, c'est-à-dire au-delà 2026. Et si vous regardez bien ce qu'il y a, commence à y avoir beaucoup d'informations de ligne. C'est pour ça qu'on dit que le 16931 est important parce que c'est le premier format qui porte toutes les informations de ligne. Et elles sont dans la cible horizon 2026. Et on a l'impression quand même que c'est des données qui concernent un peu moins la TVA. Les statuts.
dont on parlait tout à l'heure. Donc j'ai retrouvé le statut qui me manquait. Le premier, c'est déposer. Ça, il va se faire quasi automatiquement, hein, dans la mesure où le portail public va redater le dépôt, un peu comme faisait la Poste avec un cachet, et dira maintenant c'est bon, il est déposé. Donc déposer, ça veut dire qu'en plus le format est lisible pour tout le monde et est standard. Le deuxième format obligatoire, c'est le destinataire qui peut la refuser, comme le portail public vous le refuse. Donc vous voyez qu'il ne pourra pas être refusé pour des raisons techniques, puisqu'il a passé la première étape de déposer. On peut, Justement, Fabrice, en parlant de refus et du statut refusé, est-ce qu'il sera possible de mettre un motif? je ne sais pas, je pense que oui. On a mi-novembre, il y a une grosse réunion de la DGFIP où ce genre de choses vont être précisées. Voilà. Et le format probablement le plus embêtant à gérer, c'est l'encaisser, puisque vous, émetteur de la facture, vous devrez renseigner si vous avez été payé ou pas. Je vous cache pas que si vous avez beaucoup de factures, il vaudra mieux trouver des solutions un peu automatiques. Et là, l'imagination est au pouvoir, aussi bien du côté des solutions partenaires que des éditeurs. Voilà. Si vous devez refaire tout le lettrage sur une plateforme, ça va peut-être être un peu complexe. Voilà. Mais songez-y, la gestion des statuts a quelque chose d'important. En résumé pour les acteurs, donc l'obligation d'accepter les factures au 1er juillet 2024 et pour tout le monde l'obligation d'émettre. Ne vous privez pas, même si vous êtes une PME, d'émettre le plus tôt possible en électronique pour des raisons de coût, des raisons d'une meilleure gestion de vos processus. J'allais dire, je pense que cette réforme est faite pour les PME. Il faut vraiment pas s'en priver. L'acteur incontournable, le portail public de facturation, parce que vous passiez directement par lui, que vous passiez par une plateforme de démat ou vous passiez avec votre opérateur de démat, vous l'avez vu, de toute manière, quelque part, il y a toujours un passage sur le portail public parce que c'est lui qui détient l'annuaire pour les destinataires. C'est lui qui communique avec la DGFIP et puis permet un service minimum en envoi et réception et il centralisera la gestion des statuts. Après, vous aurez le choix, soit vous travaillez directement avec le portail public de facturation, soit avec une plateforme de dématérialisation partenaire ou un opérateur de dématérialisation. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez dès maintenant, en fonction de votre organisation actuelle, en fonction de l'organisation cible, une réflexion qui vous permette d'avancer dans vos choix. Et puis là, vous allez pouvoir être accompagné par vos prestataires de services, hein, comme IVLM sur cette partie-là, pour voir quel est l'enjeu sur vos réceptions et sur vos envois de factures. Ça veut dire qu'en 2026, plus de papier, donc on n'a plus besoin des OCR, on n'a plus besoin de la LADRAD et tout ça, tout du moins sur les factures françaises. Voilà. Et puis le dernier acteur sur lequel il y a une importance, c'est votre fournisseur, votre éditeur, pour cette fameuse norme N16931 de la facture X. Ça veut dire, et ça c'est pour répondre à une question, ça veut dire que légalement disparaît le format EDI. Globalement, puisque le format EDI tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est pas dans le socle de facturation. Donc, si un de vos clients a besoin d'EDI, eh ben, il trouvera un partenaire qui lui transformera la facture X en EDI. Voilà. Il ne peut pas vous imposer un format qui n'est pas dans le socle. Alors ça, c'est la loi. Espérons qu'elle soit respectée. On a mis un tableau comparatif
Alors, je vous laisserai regarder la tête reposée et puis vous reviendrez vers Julie ou ses collègues pour vous apporter des informations. Il y a encore quelques points qui ne sont pas arrêtés par la loi. Il y a une partie qui est assez contraignante pour les plateformes de dématérialisation partenaires qui vont avoir une obligation d'immatriculation. Le décret a précisé que les candidatures pourront être déposées en avril 2023. Je vais avancer un petit mois, mais vous voyez, avril 2023 pour être immatriculé, voilà, c'est quelque chose qui est court. Il y a une obligation de certification ISO, d'hébergement du cloud souverain, on va le mettre entre guillemets, c'est du Secnum Cloud. Et puis une identification forte en 2027, ce qui est assez compréhensible puisque les PDP prennent la responsabilité sur la TVA. Et puis les OD, les opérateurs dématérialisation, alors ceux qui nous connaissent sur la partie Chorus Pro, c'est ce qu'on fait déjà avec la Chorus Pro en dépôt. Il est évident que ça peut être envisagé aussi en réception. Il y a quelques obligations un petit peu moins lourdes et puis se pose une grosse question si on transforme des formats et notamment pour les éditeurs qui ne fourniraient pas, il y en aura, et notamment sur les versions les plus anciennes des factures X. Est-ce qu'on peut les transformer en factures X pour qu'elles puissent rentrer dans le système? Et à ce moment-là, où est l'original et qui a la responsabilité de l'original? Il a été validé par contre que les factures devront être signées électroniquement aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Là, il y en a un peu moins que d'habitude, Julie, j'ai l'impression. Oui, mais je pense que oui, tout à fait. Les gens doivent avoir pas mal d'informations aujourd'hui déjà. Par Donc, contre, on les a endormis. c'est possible aussi. Si vous pouviez faire un petit signe pour être sûr qu'on vous a pas endormi. Il y a une question, quid des sociétés qui n'ont pas de TVA, Fabrice? Alors, Est-ce qu'il y aura obligation de dépôt? alors vous pouvez, j'allais dire, c'est une notion d'assujetti, parce que vous pouvez être à TVA 0 et être assujetti. Vous pouvez être une association et j'allais dire ne pas travailler la TVA, mais la réception, votre fournisseur, lui, a la TVA. Voilà. Donc, si je regarde la question, c'est surtout sur les encaissements. A priori, même si... Alors, attends, je reprends la question, Julie, parce qu'il y a deux Oui, questions sur la TVA. Oui, je te Alors, je confirme. pose la question pour tout le monde. Nous travaillons avec des clients... non, celle-là, on a répondu. La suivante, on a... je la C'est retrouve dans bonjour, le si nous panneau. n'avons pas de TVA 0% sur nos factures, devrons-nous quand même les déposer? Je suis en train de réfléchir dans quel cas on a... Alors, du 0%, on en a. Vous êtes dans le cas peut-être, monsieur, d'une association, de choses comme ça. Faudrait peut-être me préciser un peu le point parce que je vais vous donner un exemple. On a des locs à de la TVA à zéro dans le cas des affranchissements parce qu'on refacture beaucoup d'affranchissements encore. Mais pour le coup, on est obligé de déposer. On est quand même dans la réforme. Faudrait me préciser un tout petit peu le contexte où je l'aborderai. Et il y a une autre question, et c'est celle que tu m'as un peu posée, Julie. Le statut encaissé ne concerne que les entreprises sur la TVA sur les encaissements ou également sur les débits. Ça concerne tout le monde. Voilà, ça concerne tout le monde. Normalement, la question suivante, une fois qu'on a donné cette réponse, Julie, on devrait l'avoir dans 2 minutes. C'est est-ce que l'État vérifiera les délais de règlement? La DGFiP a répondu non, pas pour l'instant. Voilà. Mais effectivement, il pourrait y avoir cette règle-là. Enfin, cette possibilité-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh Alors, oui, oui. il y a une question, alors on va dire que c'est pratiquement, vous êtes une porte-parole, madame. Lorsque nous recevrons nos factures fournisseurs, s'intégreront-elles automatiquement dans notre logiciel de comptabilité? C'est une très bonne question. Alors, je vais vous faire une réponse simple. Non, elles ne vont pas s'intégrer automatiquement.
mais vous pourrez mettre en place des solutions pour qu'elles s'intègrent automatiquement. En clair, c'est le travail des opérateurs, des plateformes, d'apporter cette valeur ajoutée. Et ce sera d'autant plus facile, c'est que toutes vos factures fournisseurs, finalement, ce sera les mêmes, puisque tout le monde aura des données standards. Donc, bien sûr que dans la réflexion que vous devez avoir, c'est vous dire, ça fait partie de mon projet, l'intégration dans mon logiciel, dans ma solution de comptabilité. Ce serait d'autant plus intéressant de les intégrer que ça permettra probablement de gérer beaucoup plus facilement l'échange des statuts, puisque peut-être qu'on pourrait récupérer les lettrages ou des choses comme ça. Voilà. J'espère que j'ai répondu sur cette partie. Je vais prendre une autre question. Alors, la question, s'il y aura-t-il un moyen unique obligatoire de signer les factures électroniques? Ça fait partie des points qui vont être traités au mois de novembre. Alors, j'entends bien votre question parce qu'aujourd'hui, bien que des modifications ont été faites en septembre 2021, comme on le disait en introduction, qui a précisé ce qui est attendu en termes de signature à ce jour pour que la facture soit reconnue fiscalement. C'est en cours de, j'allais dire, c'est en cours de, pas de négociation, mais de définition. Il faut se dire que les gens qui travaillent sur ce projet sont très pragmatiques, donc quand ils mettent quelque chose dans la loi, ils essaient que ce soit applicable de façon un peu standard. Donc, j'allais dire, on est nous, comme on pratique la signature électronique depuis longtemps sur les factures, on est très favorable à ce qu'il y ait un système qui soit, on va dire, universel de ce côté-là. Il y a une autre question, Julie? Là, je les vois pas. Oui, il y en a plusieurs même, Fabrice. Alors, on a une question. Peut-on choisir de travailler avec une PDP en flux sortant et une autre PDP pour les flux entrants? Et si oui, comment le traduire en inscription à l'annuaire? Alors, c'est même encore mieux. Vous pouvez choisir autant de plateformes que vous voulez en flux rentrant. C'est-à-dire, vous pourriez décider, typiquement, vous dites, j'ai mon siège à Bordeaux. Sur mon siège, je reçois sur la plateforme publique parce que en fait, c'est des frais généraux et tout. Et puis sur mes agences où j'ai, on va dire, des factures de production, je peux les faire recevoir sur une autre agence. Donc là, je l'aurais géré en sirène. Donc, j'aurais peut-être dû le détailler un peu plus. Dans l'annuaire, vous aurez, en termes de granularité, le sirène, le siret, et comme sur Chorus Pro par miroir, vous pourriez aussi mettre des services. Voilà. Donc, vous pouvez rattacher jusqu'aux services, éventuellement des plateformes différentes en réception. En émission, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je veux dire, autant travailler avec une seule, je pense en émission. Mais vous pouvez, comme c'est pas vous qui choisissez, enfin, vous choisissez votre émission et c'est indépendant de vos clients. Donc l'inscription dans l'annuaire ne se faisant que sur les flux entrants, vous pouvez mettre autant de partenaires que vous le souhaitez. Et j'allais dire, gros avantage de la réforme, vous pouvez avoir un partenaire lundi, si vous changez mardi, la facture de mercredi arrivera chez votre nouveau partenaire. Ça veut dire que le changement est sans pour autant prévenir tous vos fournisseurs. Donc ça, c'est plutôt assez classe finalement. Alors, ensuite, on en a d'autres. Est-ce que on enchaîne? Oui. Alors, il y a est-ce que dire que la taille de l'entreprise et de ses flux sont les critères pour choisir entre PPF, PDP et OD? Alors, on va essayer de découper un peu cette question. C'est pas mal cette question, elle est pertinente. Voilà, tout à fait. Donc on va essayer de Elles le trouver. sont toutes, hein, évidemment, mais
On va essayer d'éclaircir ce point-là. Parce qu'elle est in fine assez bien posée. Elle est même bien posée. La taille de l'entreprise, elle influe au niveau, là on va dire au niveau légal, sur vos obligations d'émission et de réception. Je peux avoir un très gros chiffre d'affaires et faire 2 factures par an. Est-ce qu'une PDP ou une OD est indispensable pour diffuser mes 2 factures? Je n'en suis pas sûr, pour peu que j'en reçoive 3. Voilà. Donc, vous mettez dans votre deuxième partie, c'est vos flux. Et moi, on rajouterait, c'est aussi votre organisation à vous. Alors, on va être clair, hein, si vous faites 500 factures par mois, je dis 500, mais je pense que c'est même beaucoup moins, vous passerez pas par la PPF en émission. Voilà. Vous passerez soit par un opérateur démat, soit par une plateforme de dématérialisation. Pourquoi? Parce que vous allez souhaiter faire de la masse et tout ça. Et il faut vous demander sur quand j'émets une facture, quelles sont mes attentes. Est-ce que je souhaite, par exemple, je sais pas, ça va peut-être arriver dans les questions, joindre le bon de commande ou des choses comme ça. Dès que vous allez avoir un peu de volume en émission, de toute manière, vous passerez plus par le portail public de facturation. Après, c'est en fonction de vos organisations. Est-ce que dans une offre PDP ou opérateur de dématérialisation, j'ai je peux traiter ou mettre en application mes processus de gestion. Donc c'est comme ça que vous allez choisir. C'est pour ça que on les fait très en amont ces webinaires, c'est que vous ayez le temps de réflexion de ce côté-là. Donc là, c'est la très bonne question qu'il faut se poser, c'est quels sont mes flux sortants, quels sont mes flux entrants. On le rattache à la question de tout à l'heure, comment je peux automatiser, mettre en place une automatisation de ma comptabilisation. C'est cette partie-là qui fera évidemment comment ça s'appelle, qui vous aidera dans votre choix. Avec une difficulté, c'est que aujourd'hui les PDP, personne ne sait, que les dossiers seront déposés en avril 2023. Donc, j'allais dire, c'est peut-être un peu de ce côté-là ce qui va complexifier un peu vos choix. L'idée qu'on se fait aujourd'hui, c'est que la majorité des flux pourront être traités par des opérateurs des maths. Après, il va falloir voir en fonction de la quarantaine de cas spécifiques dont on parlait tout à l'heure, qui n'ont pas encore été tranchés par la DGFiP, pour voir ce qu'il en est. Je vois une question à laquelle je vais tout de suite répondre parce que j'ai pas la réponse, donc on va la noter. C'est une facture pro forma doit être également envoyée en dématérialisation. J'ai pas la réponse là de suite. Je pense que non, mais j'en suis pas sûr. Donc quand j'en suis pas sûr, on fera la réponse. On fera la réponse. Voilà, sur cette partie-là. C'est noté. Mais c'est une très bonne question. Alors, une autre bonne question que Julie a posée, voilà, c'est Julie l'a posée, puis on nous la pose aussi. Quid des factures étrangères? Alors, en émission, vous facturez l'étranger, c'est un B2B, vous allez les passer par la plateforme. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que votre client, lui, il n'aura pas accès vu qu'il est à l'étranger, donc vous lui enverrez vraisemblablement un flux parallèle. Voilà. Alors, on va plus distinguer, il faut aller plus dans le détail, et ça fera partie des webinaires qu'on va pratiquer, puisqu'il faut distinguer l'intracom de tout ce qui n'est pas européen. Il y a quelques particularités à prendre et on le détaillera d'ici quelques semaines dès que tout sera défini par la DGFiP. Mais allez-y, parce qu'on considérait que de toute manière, dès que vous êtes dans le B2B, d'une manière ou d'une autre, ça va passer. Après, il y a des factures que je reçois de l'étranger, qui est une autre, j'allais dire, partie non négligeable. C'est un des cas particuliers où vous êtes la destinataire d'une facture, mais ce sera à vous de les faire rentrer dans le système.
En clair, les factures que vous recevrez d'un fournisseur étranger, il faudra qu'elles arrivent sur la plateforme de l'État, donc soit par votre opérateur DMAT, soit par une saisie ou une plateforme, à l'exception notable normalement pour les factures qui ne sont pas des factures européennes et de biens et qui seraient passées par les douanes. Normalement, j'allais dire dans la doctrine de l'État, c'est de dire si on a eu l'information à un endroit, on ne va pas vous obliger à la repasser. Donc, vous recevez une facture d'un fournisseur, on va mettre anglais comme ça, on va fâcher pas grand monde. Vous recevez eh ben, plus que c'est des biens qu'elle est passée par les douanes, peut-être anglais, je me si les Anglais, ça doit passer par les douanes, que les douanes ont eu l'information, c'est elles qui s'occuperont de le déposer sur le portail. Voilà. On a quand même beaucoup de questions. Oui, ça s'est réveillé là d'un coup. Il y a bonjour, j'ai une structure qui ne facture que des intérêts de compte courant sans aucun CA. Elles sont assujetties à la TVA. Est-ce que du coup elles vont passer dans l'obligation aussi? Alors, je vais faire la même réponse que Proforma. Il y a une exclusion. Il y a une exclusion pour les banques et les assurances. Je ne sais pas si si vous allez rentrer dans cette exclusion-là. Mais de toute manière, si elles sont assujetties à la TVA, j'ai bien l'impression que vous y passerez. Mais il faudra juste que vous envoyez à la personne qui a fait cette question un mail, vous me l'envoyez à Julie ou vous me l'envoyez à moi pour préciser dans quelles conditions vous êtes. Et vous voyez, là, on commence à attaquer, je pense, dans la quarantaine de cas particuliers. Les banques n'ont pas cette obligation. Toutefois, les banques ont demandé à être intégrées au système. Je vais faire cet aparté-là parce qu'elles se sont dit, nous, ça nous intéresse quand même qu'il y ait une base commune avec toutes les factures, notamment les factures qui passent en facteur. Et puis quand on est payé, on s'occupera de mettre le statut. Donc vous voyez que les banques deviennent un tiers, on va dire, un acteur supplémentaire finalement selon vos modes de fonctionnement. Et vous voyez quand on disait que est-ce que je passe par la PPF, la PDP, l'OD, c'est sur ce type de choses qui vous aidera peut-être à trouver la solution la plus appropriée. Donc envoyez juste les précisions sur quel type de structure vous êtes pour qu'on puisse vérifier. On a la chance d'être fortement accompagné par le Forum national de la facture électronique et on arrive à avoir très rapidement des factures assez précises. Et vous verrez aussi dans le document qu'on a mis, il y a un lien sur la foire aux questions de la DGFiP et on peut trouver aussi alors, les deux questions sur le Proforma et celle-là n'était pas de mémoire il y a une semaine encore, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Vous pouvez aussi poser vos questions. Mais Yves et MEDLog vont aller chercher la réponse aussi. On prend encore quelques questions, Julie? Allez, ouais, tout à fait. Les données produits n'étant pas obligatoires en juillet 2024, les fournisseurs vont-ils pouvoir continuer à fournir les PDF pour pouvoir rapprocher les factures dans nos ERP aux produits? Alors, je reprends. Les données produits. Alors, c'est une question qui est ma foi, assez complexe. Alors, vous avez tout à fait raison et il y a de ce côté-là, il y a la loi et ce qu'on va faire de la loi. Vous avez raison, il n'y a pas de données de ligne en 2024 obligatoire. C'est pour ça quand même que le conseil fourni par IVLM et EDDoc, c'est de dire visez tout de suite le 16931 parce qu'il y a les données dedans. Aujourd'hui, il y a une forte pression de gros donneurs d'ordre pour produire de la facture X sur 16, au format 16931 de façon à pallier à ce problème-là. Parce que ça peut poser effectivement un certain nombre de problèmes. Et ce que vous dites, monsieur, pour rapprocher vos factures dans vos ERP,
il y a une vraie question d'organisation et on revient encore au niveau de ce que disait, vous posez la question, dame tout à l'heure. C'est probablement les opérateurs démat et les plateformes de dématérialisation qui vont assurer sans doute ces interconnexions à un moment donné. Mais il va y avoir un moment où on va avoir une impression de régression. Voilà. Ok, Euh, merci pour cette réponse. Il y a on encore va une autre répondre à la même question. question au même Ouais, monsieur. oui, j'allais Pour le exactement screening passer des dessus. factures, euh, comment faire lorsque l'on a plusieurs ERP de facturation? Euh, enfin, faudrait juste préciser, la question du monsieur, hein, c'est pour le numéro unique des factures. Comment faire lorsqu'on a plusieurs ERP de facturation? Les numéros chrono ne pourront plus euh, se répartir. Hein, voilà, répartir. Hein. Est-ce que tous vos numéros, c'est assez rare. Hein, vous êtes probablement dans un cas rare. Il est assez rare qu'une même société ait plusieurs, j'allais dire, solutions de facturation. La même société. Mais ça peut arriver parce que vous pouvez avoir le même métier. Ce que vous ferez, vous mettrez le numéro de sirène dans tous vos ERP. Enfin, ça se prendra automatiquement et vous mettrez des souches différentes. Vous mettrez ERP1, ERP2 et derrière une incrémentation. C'est vous qui créerez cette partie-là. Moi, c'est comme ça que je ferai. Voilà. Alors, il y a une question qui doit être en plusieurs morceaux. Alors non, je pense que c'est plutôt un commentaire, mais je ne vois pas à quoi ça répond. Parce qu'on met c'est important car elle sert de base au paiement et donc à la déclaration de TVA. Mais je ne vois pas à quoi. C'est là par rapport à la facture pro forma, Fabrice. C'est bon, j'ai. Oui, 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 merci. Je je viens vous de faire le remercie. lien. Excusez-nous. Oui. Oui, ben on C'est qu'il y a reviendra vers beaucoup de vous. questions qui se sont intercalées en fait entre-temps. Voilà, C'est pour ça que ça nous a un petit peu. voilà. Oui, on Euh, reviendra vers vous sans souci à ce sujet. on reviendra vers vous sur. Vous nous enrichissez hein, par vos questions, ça nous permet de ne pas nous endormir sur le sujet. Voilà. Oui, Donc on reviendra sur ces deux points-là. Euh, je vois qu'il y a une question qui revient, Julie. oui, Il est midi, on je la garde. répondra la prochaine fois. Alors, on va la poser quand même. On va faire le teasing et puis on répondra la prochaine fois. Et IVLM, alors ce sera pas IVLM mais EDDoc, sera-t-elle la plateforme, une plateforme de dématérialisation partenaire? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour être PDP, il faut être immatriculé et les dépôts des candidatures se feront par bonheur. Ça a été un peu avancé en avril 2023. À partir de 2023, on pourra faire les dépôts de candidatures. Il est évident que, vu notre origine de métier, c'est quelque chose qu'on regarde avec un œil attentif euh, et que on n'exclut pas de le faire. Voilà. Mais on avance nous, sur ce sujet-là. On attend que l'ensemble des points soient définis. On a un certain nombre, je vous disais, hein, le Sectem Cloud et on a de la chance de pouvoir compter sur ces choses-là dans le groupe. L'ISO, c'est pas quelque chose de. Il y a un certain nombre d'éléments. Après, on se positionnera effectivement, je pense, au courant du printemps. Mais de toute manière, d'ici avril, on peut pas faire grand-chose. Voilà. Donc, pour l'instant, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que on va essayer d'apporter le maximum d'usage et de services à nos clients. Après, le débat PDP opérateur de dématérialisation, va y avoir un débat d'intégration dans les systèmes d'information, un débat de coût, de disponibilité et finalement de valeur ajoutée. Euh, parce que pareil, dans le choix qu'on demandait, c'est quelle valeur ajoutée va m'apporter mon partenaire, quel qu'il soit. Peut-être que les opérateurs de dématérialisation vont fournir des services qu'aucune PDP fournit. Voilà. Donc pour l'instant,
Évidemment, on est plutôt sur les usages et on regarde un œil avec une grande vigilance ces immatriculations. Puisque le gros changement de ce côté-là, hein, c'est il va falloir faire l'entrant du sortant et tout ça. Et tous ces webinaires aussi, par rapport à vos questions sur les conformations, des choses comme ça, hein, nous permettent d'imaginer des usages. Donc voilà pour cette partie-là. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions. J'en ai une, simplement pour apporter une précision, vu que la présentation est téléchargeable à la fin. Dans la slide comparatif des solutions, c'est la numéro 19, Fabrice, il y a des NS et des NC. Est-ce que tu peux juste préciser ce à quoi ça correspond, s'il te plaît? Là, ouais, tout à fait. Oui. Alors, ah ben c'est que j'ai oublié de les mettre. Alors, oui, ça c'est vrai que je pensais l'avoir mis à jour mon tableau là, c'est dans mon autre PowerPoint. Euh, Quand j'ai, par exemple, pour la PPF, c'est pas nécessaire. Voilà. Vous prenez les N, c'est des choses qui sont. Je me souviens plus pourquoi on avait mis C au départ. Voilà. C'est que ça n'a pas de sens en fait. Voilà. L'interrogation de l'annuaire par la PPF, vous comprenez que c'est elle qui le détient, va réussir à le faire. Mais l'échange de documents direct entre plateformes, ça n'a pas de sens non plus, puisque elle-même est une plateforme de ce côté-là et communiquera avec toutes les autres. Donc c'est effectivement, vous avez tout à fait raison. Je vais le régénérer avec qui m'y fait penser Stéphanie, avec une légende notamment pour ça. On a beau relire, on a toujours un certain nombre de petites coquilles qui restent. Julie me disait juste avant, on va laisser les coquilles pour voir si les gens dorment. Donc a priori, tout le monde ne dort pas cette soirée. On va le Ah, faire je de te ce confirme. côté-là. Juste une chose pour vous encourager avant d'aller manger, hein, ça a quand même pas mal d'avantages, hein, la réforme. Réduction des coûts de traitement de la facture, parce que une fois qu'on est sur des formats standards, qu'on a de la facture X, qu'on n'a plus besoin de s'occuper des adresses mail, de la poste, de tout ça, ça quand même simplifie énormément ce traitement-là. Réduction de la charge administrative sur le processus de la TVA, hein, globalement, il faut l'appeler un chat un chat. Ça a bien marché pour la DSN, ça marchera pour la TVA parce qu'on est l'automatisation et rationalisation des processus de facturation, on est toujours dans la même chose, hein, cette réduction de coûts, on n'a plus de questions à se poser. L'accès au processus, ça c'est important et c'est là-dessus qu'il faut aussi travailler et faire votre choix et tout ça. C'est comment je gère mes statuts, comment je suis ma facture. Peut-être que je veux la mettre en litige. Je lui posais la question auquel on va apporter vraisemblablement des réponses. C'est est-ce qu'on pourra mettre les statuts, mais je peux vouloir peut-être échanger avec mon fournisseur sur le litige à partir de ma plateforme. On peut imaginer des choses comme ça. Euh, et puis j'ai mis in fine l'amélioration de la relation commerciale parce que il n'y a rien de plus désagréable que d'apprendre que la facture n'est pas conforme 60 jours après l'échéance. Plus on règle un litige en amont, plus c'est facile à régler. Donc je pense que ça a des avantages-là de ce côté-là. Et puis le dernier avantage, parce que je sais que vous êtes nombreux à être des PME ici, elle est vraiment orientée PME. Euh, et ça c'est important, c'est suffisamment rare. Je vous cache pas que les grandes entreprises sont finalement beaucoup plus inquiètes sur cette réforme que vous ne l'êtes, hein, par rapport, par exemple, au rapprochement avec les lignes ou les choses comme ça. Donc, on vous a mis ce qu'il y avait à retenir, hein, c'est l'ensemble des points. Et puis, à retenir, c'est surtout que vous pouvez d'ores et déjà contacter Julie et ses collègues qui vous gèrent. Vous pouvez vous y mettre aussi de suite avec les solutions et des docs, puisqu'on parlait de la facture électronique, des dépôts Chorus. Ça, c'est du standard chez nous. Vous savez qu'on fait aussi de la signature du dépôt de bulletin ou des choses comme ça. Donc, on a un ensemble j'allais dire de services qui sont déjà ou notre plateforme de relance qui sont déjà opérationnels sur la plateforme. Il y a peut-être une dernière petite question avant de remercier tout le monde. Il est 12h12, on a presque tenu le temps. Quid des cotisations lorsque l'émetteur est assujetti? Je ne sais pas ce que c'est que ces cotisations.
ou lorsque l'émetteur est assujetti. La question, je la donne et pareil, on fera une réponse, on va circulariser une réponse. C'est quid des appels de cotisation lorsque l'émetteur est assujetti? Le destinataire peut ne plus vouloir cotiser sans avoir au préalable informé l'émetteur. Eh bien, je dirais que la réponse, ce sera dans le statut refusé. Voilà, à mon avis. Donc, vous les mettrez par la plateforme et puis vous la ferez refuser. Voilà, je pense que ça va être comme ça. J'espère que j'ai répondu aux questions. Julie? Oui, juste une petite information. Sachez que à la fin de ce webinaire, il va y avoir une petite enquête et à la fin de l'enquête, vous pourrez encore poser des questions si vous le souhaitez. On les lit et on les traite toutes. Donc surtout, n'hésitez pas. Il me reste à vous remercier tous de votre attention. Désolé pour le petit débordement. J'espère qu'on a pu vous apporter tous les éléments, euh, les premiers éléments indispensables sur le sujet. Et puis, on ne manquera pas d'organiser au fil de l'eau, en fonction des évolutions, des webinaires plus ciblés. Voilà, sur ces parties-là. Je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne fin de semaine. Merci beaucoup à tous. Bon appétit, à bientôt. Au revoir.